Alors, est venu le moment de la table ronde. Alors, nous avons trois intervenants. Nous avons Roch Lafrance de l'UTAM, Céline Giguère, avocate du SCFP Québec, et Daniel Cloutier d'Unifor Québec. Alors, la formule, je vais poser des questions et chacun à tour de rôle répondra et après ça, ça va être à vous de participer à la discussion. Alors, le panel, la table ronde plutôt, s'intitule « Les politiques de retour au travail après une lésion professionnelle, point de vue des partenaires et panélistes syndicaux et communautaires ». Alors, la première question, et cette question s'adresse à Roch et à Céline, qui sont partenaires du projet de recherche. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à devenir des partenaires dans un projet de recherche comme celui qui a produit les résultats dont on discute aujourd'hui? Quels avantages y voyez-vous pour vos membres? Alors, Roch? Oui. Nous, c'est l'Union des travailleuses et travailleurs accidentaux malades. Alors, on est une association de victimes d'accidents et de maladies du travail qui regroupe principalement des travailleuses et des travailleurs non syndiqués. Alors, c'est sûr que la question et le projet en tant que tel qui porte sur le retour au travail, chez nous, il faut comprendre que les travailleuses et les travailleurs qu'on rencontre, contrairement aux organisations syndicales qui défendent l'ensemble de leurs membres. Alors, nous, les gens viennent nous voir quand ils ont des problèmes. Et des dossiers, on en parlait hier avec Céline, vous savez, des dossiers là, de 14 jours et moins, là, nous, on ne voit jamais ça. Là. Nous, les gens qui viennent, on a entendu le terme un petit peu aujourd'hui, c'est des travailleurs qualifiés de chronicisés, c'est-à-dire des gens qui ont des séquelles permanentes importantes, qui ont des arrêts de travail qui durent généralement plus de 6 mois. Et donc, c'est sûr que la question du retour au travail, chez nous, ça prend une place assez importante et toute la question de la réadaptation notamment. Alors, pour nous, participer à des projets de recherche comme ça, ça nous permet d'abord de sensibiliser, appelons ça comme ça, sensibiliser des scientifiques à des problèmes que nous, on voit sur le terrain. Parce que la recherche ne s'intéresse pas beaucoup aux travailleuses et aux travailleurs victimes de lésions professionnelles et encore moins souvent aux travailleurs précaires. Alors, nous, on est des témoins privilégiés de ce qui se passe. Alors, d'être capable de rencontrer des scientifiques, de leur expliquer un petit peu le genre de problème qu'on voit, et surtout qui rencontrent des travailleuses et des travailleurs, bien, pour nous, ça a une importance. Deuxième élément, c'est sûr qu'on constate qu'il y a des problèmes avec, appelons ça, les politiques publiques. Alors, nous, on veut changer les politiques publiques et ce genre de collaboration-là avec, appelons ça, la science, bien, ça permet de documenter ce que nous, on voit sur le terrain. C'est rare qu'on apprend des choses dans ces recherches-là, mais ça nous donne des outils après ça pour quand on va revendiquer des modifications aux réglementations ou à la législation. Ça nous donne des outils, on devient plus crédible. Et là, il me reste à peu près 10 secondes. Je ne dirai pas, comme d'habitude, tout ce que je voulais dire, mais je veux juste quand même souligner que d'appuyer des revendications sur ce qu'on appelle en science des données probantes, c'est sûr que quand on va voir les parlementaires puis qu'on peut s'appuyer sur des études, ça a un impact très important. Non. Puis on continuera par la suite. Céline. Oui. Je voudrais commencer par remercier Catherine Nippel qui s'intéresse au sort des accidentés du travail depuis toujours. Puis je pense qu'on le fait pas assez. Merci Catherine. Merci d'avoir ces projets-là et merci de nous impliquer dans ces projets-là. Donc, pour nous, au SCFP ou pour n'importe quelle organisation syndicale, j'imagine c'est la même chose, c'est important de fournir aux chercheurs
les expériences qui sont vécues par les travailleurs et travailleuses qu'on représente, et aussi par les représentants, nos représentants syndicaux qui ont à travailler avec les travailleurs accidentés, qui, dans tout le processus, là, vivent les embûches, puis toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Comme le disait Roch, on a besoin aussi d'avoir... bon, dans nos organisations, on n'a pas cette expertise-là scientifique, là, on n'a pas ces ressources-là. Et on a besoin aussi d'avoir des données scientifiques, des données crédibles pour faire valoir notre point de vue, là, tant auprès des employeurs ou auprès des gouvernements. C'est important pour nous. On a besoin de ça aussi pour nous aussi développer des meilleures pratiques. Hein? Il faut aussi regarder ce qu'on fait comme travail. Et ça nous aide à développer des meilleures pratiques. Et nous, plus spécifiquement, dans tout ce grand projet-là de retour au travail, on vise aussi une boîte à outils. Hein? Dans le cas aussi où les employeurs ne participent pas ou pas beaucoup à tout l'aspect de retour au travail. Donc, pour habiliter un peu nos représentants là, dans tout ce processus de retour au travail. Alors, je continue sur ma lancée. Alors, c'est sûr que je vous disais qu'on est une organisation qui regroupe des travailleurs qu'on peut qualifier de chronicisés. Alors, ma brève présentation va porter, on parle de retour au travail, mais va porter particulièrement sur la réadaptation professionnelle. Parce que à partir du moment où vous ne pouvez pas retourner à votre emploi, alors il y a tout le mécanisme ou le processus de la réadaptation professionnelle qui s'ouvre. Et en théorie, l'objectif visé, c'est le retour en emploi. Alors, chez nous, 99% des gens qu'on rencontre vont passer par ce processus-là. Alors, c'est de ça que... Oups! Et là, je viens de... Ah, voilà. Alors, nous, ce que je vais vous présenter, c'est un extrait. On l'a abordé ce matin. Nous, on a fait une recherche, justement, sur le retour au travail, mais axée sur les programmes de réadaptation de la CNESST. Et si on a fait ça, c'est parce que dans notre travail quotidien, on voit qu'il y a des problèmes vraiment majeurs au niveau de la réadaptation. Puis on les regardera très brièvement, les programmes de réadaptation. Et ça, on le voit. Ce qu'on voyait moins, c'est une fois que les gens sont passés par le processus, alors, qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? Parce que ces gens-là, il y en a qui restent membres de l'UTAM, puis qui s'impliquent, mais la vaste majorité, on le comprend, ils passent à autre chose dans leur vie, puis on les perd de vue. Alors, ce qu'on a décidé de faire il y a 3 ans, c'est de prendre nos listes de membres. Des 20 dernières années, on envoyait des lettres à tout le monde. Il y en a les 3/4 qui sont revenus, évidemment. Mais pour demander aux gens qu'est-ce qui est arrivé après ce processus-là, et c'est brièvement de ça que je vais vous parler. Je veux vous dire qu'il y a quand même 215 travailleurs qui ont participé à cette recherche, et un peu comme Catherine le disait, nous avons aussi passé des annonces sur Internet pour avoir aussi des gens qui n'étaient pas passés par l'UTAM. Alors, ce n'est pas juste des membres de l'UTAM, mais c'est l'ensemble des personnes qui ont passé, c'est des personnes qui ont eu droit à la réadaptation. Je ne vais pas me tromper de Python. Avant de parler des programmes, je vous parle d'un article de la loi qui est fondamental. Catherine Nippel en a parlé ce matin. C'est l'article 181 de la loi qui vient dire que la réadaptation, et donc la réadaptation professionnelle est inclue là-dedans, la CNESST assume les coûts de la réadaptation, mais va assumer le coût de la solution appropriée la plus économique, et on souligne le économique, parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché. Alors, dans notre cas, l'objectif recherché, en théorie, c'est de réadapter des gens pour qu'ils puissent travailler, retourner sur le marché du travail et occuper un emploi. Vous comprendrez que la CNESST, en tant que gestionnaire, privilégie les mots les plus économiques et dans le cadre de l'établissement de ces programmes, elle va calculer
pas seulement les coûts de réadaptation en tant que tels, donc les indemnités pendant une formation, par exemple, les coûts de la formation, mais va aussi calculer les indemnités que cette personne-là pourrait recevoir après la détermination de l'emploi convenable. Et ça fait en sorte que si vous êtes un bas salarié, bien, vos chances d'avoir une véritable réadaptation sont à peu près nulles parce que peu importe l'emploi convenable qu'on va déterminer, le salaire présumé sera toujours le salaire minimum et vous travaillez au salaire minimum, alors il n'y aura pas d'indemnité réduite par la suite. Et donc, dans le coût, bien, pourquoi vous payez une formation? Parce que peu importe, on va vous déterminer un emploi au salaire minimum. C'est la même chose aussi si vous êtes un travailleur âgé. Plus vous êtes âgé, bien, moins longtemps vous pourrez avoir des indemnités réduites par la suite. Et donc, pourquoi réadapter, envoyer à l'école une travailleuse de 56 ans, puisque au maximum, on va y verser une indemnité réduite pendant 7, 8, 9 ans. Alors, vous comprenez que pour la CNESST, c'est un article fondamental et ça guide l'ensemble de ce qu'on va voir tout de suite après. Les programmes de réadaptation, je ne vous ferai pas la liste, vous les voyez, c'est de la réadaptation professionnelle comme on en voit partout. Alors, il y a des bonnes choses là-dedans, il ne manque pas grand-chose, et la CNESST a même un pouvoir discrétionnaire de prendre toute mesure qu'elle juge utile. Bon. Et donc, on peut avoir de la formation, du recyclage, bon, etc. Alors, le problème, il n'est pas dans la loi, le problème, il est dans l'article précédent et ce que la CSST en fait. Je retourne là. Vous voyez, ça, c'est l'ensemble des programmes. Alors, comment ils sont utilisés? Eh bien, c'est les chiffres de la CNESST. En 2017, vous voyez que le gros, c'est bleu. En tout cas, moi, c'est bleu ici. Bleu foncé, mettons là. Donc, pour 9 000 dossiers sur 10 500, c'est des services professionnels externes. Alors, services professionnels externes, dans le jargon, là, c'est on sous-contracte avec des orienteurs, surtout avec des conseillers en emploi, des ressources communautaires pour faire de la recherche d'emploi, des ergothérapeutes qui viennent évaluer des postes de travail. Mais vous comprenez que le reste de toutes les belles mesures, la formation, les subventions, le recyclage, c'est rien. Ils ont un peu de formation, environ 10 mais écoutez, ne cherchez pas les lignes. Là. Subvention aux travailleurs, il y en a une dans l'année. Recyclage, il y en a 2 dans l'année. Alors, ça, c'est pour une année. Alors, vous comprenez que c'est très, très limité. Et ce qu'on a généralement, c'est qu'on réfère à des ressources externes qui vont aider la personne à chercher un emploi. Des petits exemples, c'est parce que dans notre rapport, il y en a plein, mais je vous donne des exemples de quand on dit qu'on paye de la formation à la CNESST, c'est quoi? Alors, je vous donne des exemples de stages de formation. Alors, vous voyez que dans à peu près la moitié des cas, c'est des stages de formation de 6 semaines et moins. Cherchez pas, là, 13 à 26 semaines, plus de 26 semaines, là, on a posé la question, il n'y en a pas. Alors, le plus long qu'on a trouvé, c'est 12 semaines. Alors, ça, là, c'est des stages en milieu de travail pour former des gens qui doivent apprendre un métier qu'ils ne connaissent pas. On est en train de les réadapter pour faire autre chose dans la vie. Alors, les effets de ça, puis on le verra plus loin, c'est déjà 1 minute, oui, je vais passer vite. Alors, les effets de ça, puis là, je suis pris avec mon PowerPoint qui veut pas avancer. Même chose au niveau de la formation. Hein, vous voyez les durées de formation. Alors, ça donne quelques semaines, quelques mois au maximum, et dans le plus de 24 mois, c'est-à-dire probablement une technique quelconque au cégep ou un certificat à l'université, bien, c'est dans moins de 13 % des cas. Alors, vous voyez que c'est des formations et des stages de très, très courte durée. Les diplômes, plus de 50 % des travailleurs n'avaient aucun véritable diplôme. Soit un diplôme maison, c'est l'école qui donne un diplôme, mais qui n'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation et ni par les employeurs. Alors, vous comprendrez, école publique, privée,
Hein. Quand on dit école privée, là, c'est des boîtes de formation. Alors, des cours au public, là, c'est extrêmement rare. Alors, j'en saute parce que je veux vous montrer quand même quelque chose. Puis les constats, bien, vous comprenez que c'est très, très court, que ça mène rarement à des formations, des emplois qualifiants. Et donc, on verra au niveau des résultats, qu'est-ce que ça donne au niveau du retour en emploi. Alors, les chiffres que je vous montre là, c'est en moyenne des gens qui ont eu leur décision de capacité de travail il y a en moyenne 10 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Eh bien, vous voyez là, 0% du temps des gens qui n'ont jamais retravaillé depuis ça, en moyenne 10 ans, 45% des gens. Et à l'autre extrême, des gens qu'on pourrait qualifier qui ont occupé des emplois de façon régulière, disons plus de 80% du temps, c'est environ 20% des cas. Alors, vous comprenez que les gens se retrouvent ou bien ils ne retravaillent plus, ou bien dans un état de précarité d'emploi. Les gens peuvent travailler 3 mois, ils sont sur le chômage. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'on a remarqué aussi un taux anormalement élevé de lésions professionnelles suite à un retour au travail. Alors, aucune nouvelle lésion, 52 %, ce qui est bien, mais 48 % où ils ont eu des rechutes, où ils ont eu des rechutes et des nouvelles lésions, ou qui ont eu une nouvelle lésion. Alors, ça montre que peut-être que l'emploi n'était peut-être pas tout à fait adapté à leurs conditions. Finalement, le revenu des gens, on a remarqué une baisse importante du revenu. Alors, vous voyez, aujourd'hui, le salaire minimum est à 22 000 par année, temps plein. Alors, il y a près de 50 % des gens qui se retrouvent aujourd'hui avec un revenu annuel total, hein, toutes là, prestations sociales, etc., de 19 999 et moins. Alors, c'est des gens qui sont soit sur l'aide sociale, qui ont un petit revenu de la CSST, puis le conjoint ou la conjointe travaille, mais vous comprendrez que les emplois convenables qu'on a déterminés et les mesures de réadaptation, ça n'a pas donné grand-chose. Alors, je pense que mon temps doit être pas mal terminé. Alors, on regardera ça plus tard. Je veux juste quand même le laisser là. Ça fait partie d'un projet, d'une plus grande recherche, et vous avez le rapport, donc toutes les données sur les programmes de formation, etc., et surtout ce qui s'est passé après.